Alors, on a vu que le Scrum Master est un leader au service de l'équipe et de toute l'organisation. Une des bonnes manières pour aider l'équipe et toute l'organisation à faire en sorte que l'équipe qui est investie sur le développement d'un produit puisse maximiser ses performances, ça consiste à gérer efficacement la pression. On a vu précédemment que la pression, elle a de multiples sources. Elle peut être d'origine hiérarchique, ça peut être de la pression sociale, et puis il y a aussi beaucoup de pression systémique qui va peser sur une équipe, notamment liée à la durée des sprints qui est fixe, au fait qu'on a en permanence une échéance qui arrive là prochainement. Hein, le sprint, sa durée, c'est un mois au maximum. Donc on a vraiment des échéances très courtes auxquelles il faut que l'équipe fasse face en permanence. C'est ce qui va rythmer son activité. Donc tout ça, ça va créer de la pression que le Scrum Master va devoir gérer pour éviter que l'équipe ne prenne des travers. Donc il y a la pression hiérarchique, hein, la pression sociale et la pression systémique. Je le rappelle, la pression hiérarchique, elle est exercée par une autorité reconnue, par le supérieur hiérarchique au travers d'un lien de subordination. Elle force le subalterne à adopter une manière de faire, c'est-à-dire de nouveaux processus. J'apprends des nouvelles choses, j'apprends des nouvelles manières de travailler, et c'est mon manager qui m'accompagne dans cette nouvelle pratique. La pression hiérarchique, elle peut forcer aussi un comportement par autoritarisme. C'est mon manager qui m'impose de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas me comporter comme ceci ou pas comme cela. C'est de l'autorité. C'est ce qu'on appelle de la pression hiérarchique. Et normalement, le collaborateur, il va se soumettre, ou le subalterne, en l'occurrence, il va se soumettre. Parce qu'il y a une relation de confiance. Mais il peut y avoir de la méfiance. Je ne suis pas certain que mon manager me dise ça pour mon propre intérêt. Je peux penser qu'il me le dit pour d'autres choses. Je commence à douter, je commence à me méfier, je suis plus dans une relation de confiance avec mon manager. Et puis il peut carrément y avoir de la défiance. Là, on n'est plus dans la méfiance, on est carrément en opposition avec son manager. Donc tout ce qu'il va nous demander, on va avoir tendance à vouloir même faire le contraire, parce que l'individu, à ce moment-là, il est convaincu que son manager n'est plus de son côté, qu'il sert des intérêts qui ne sont pas les siens, voire qui ne sont pas ceux de l'entreprise. En, L'entreprise ou l'organisation. Ça, c'est vraiment une relation qui devient problématique, mais c'est un processus conscient. On est conscient d'être dans la confiance, dans la méfiance ou dans la défiance. On est conscient d'obéir. On est conscient de procéder à un certain nombre de changements. Donc tout ça, ça représente la pression hiérarchique. C'est ce qu'un manager va réaliser sur ses subalternes. Alors, bien évidemment, pour réussir à mettre en œuvre cette pression hiérarchique, ça veut dire beaucoup de managers, ça veut dire du micromanagement, ça veut dire du command and control, ça veut dire des structures pyramidales, et ça veut dire aussi que on a beaucoup d'encadrement par rapport aux ressources qui produisent réellement de la valeur dans l'organisation. C'est nécessaire pour que l'organisation puisse fonctionner, pour que, si on se place du point de vue d'un dirigeant d'entreprise, pour que quand on commence à faire des changements stratégiques, à vouloir adopter des nouvelles pratiques, quand on veut commencer à s'informatiser ou à automatiser des chaînes de production, c'est nécessaire d'avoir des managers pour pouvoir descendre de la vision stratégique à l'impact opérationnel. Il y a aussi de la pression sociale. Elle est exercée par l'équipe Scrum sur chacun de ses membres. Elle va forcer là également, non pas le subalterne, mais le membre de l'équipe à adopter une manière de faire, c'est-à-dire un nouveau processus ou un comportement. On est dans le conformisme. Alors, en fait, c'est exactement la même chose que ce que fait un manager. Mais c'est exercé par l'équipe elle-même sur elle-même. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de faire du micromanagement, j'ai pas besoin d'avoir de nombreuses ressources de management. C'est ce qui intéresse les dirigeants d'entreprise dans l'agilité. C'est que je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de managers. Par contre, je peux avoir beaucoup de gens qui sont productifs. Soit le subalterne va se soumettre, on est dans du conformisme.
On est dans une phase de norming. Soit il va défier le groupe, il va défier l'autorité du groupe. On est dans un cadre d'anticonformisme, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas, on va avoir une phase de storming. Soit la personne finit par se soumettre sous la pression du groupe, auquel cas on repasse à une phase de norming, il vient d'adopter une nouvelle norme qui appartient au groupe, soit il refuse cette soumission, on est face à un anticonformisme, peut-être que c'est lui qui créera une nouvelle norme que tout le groupe va adopter. Ça, c'est des fonctionnements normaux, mais de toute façon, on sortira d'une phase storming par une phase norming. On boucle sur ces deux phases jusqu'à arriver au performing. Mais ça, c'est un processus inconscient. On n'est pas conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Il faut être vraiment un spécialiste dans ce domaine, dans la dynamique des groupes restreints, pour prendre conscience que ces phénomènes sont en train de se produire. Il n'y a pas grand monde qui est spécialisé dans ce domaine. Donc la plupart du temps, c'est un processus inconscient qui va être vécu comme une normalité par l'intégralité des collaborateurs. C'est la récurrence qui va créer l'influence. Hein. C'est pas les fortes têtes, c'est pas les plus charismatiques, c'est la récurrence. Si c'est celui qui va craquer le premier qui va se soumettre, se conformer aux normes du groupe et adopter ces normes comme les siennes. Très souvent, ceux qui résistent le plus sont ceux même qui vont après aller défendre avec beaucoup plus de virulence les normes qu'elles ont adoptées. Et enfin, il y a la pression systémique, elle est exercée par l'environnement, par le système. Alors, des exemples vraiment flagrants, c'est des catastrophes, des famines, des guerres, la maladie, mais également des changements dans le comportement habituel, des modifications d'habitude, l'apprentissage, c'est une pression systémique. Le stress qui est lié à l'examen, alors c'est un stress social parce que réussir l'examen, c'est une pression que l'on a, ça c'est de la pression systémique. La temporalité, c'est aussi une pression systémique. Le fait que la journée ne fait que 24 heures, c'est une pression systémique. Le fait que tous les ans on prend un an, c'est une pression systémique. C'est la pression face à une échéance. Plus concrètement, au sein d'une organisation, on va prendre quelques exemples. Si on a des objectifs ambitieux à atteindre et qu'on s'est engagé à atteindre ces objectifs, c'est ce qu'on fait lors d'un sprint planning. L'équipe s'engage à atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment l'objectif du sprint. Ça crée de la pression systémique. Les contraintes du système, le temps, la qualité, la conduite du changement, eh bien, toutes ces contraintes créent de la pression systémique. Et ces contraintes, on les retrouve dans Scrum. Les contraintes de temps, elles sont liées à la durée du sprint, qui est inamovible. On ne peut pas dire à la fin du sprint, ah mais il nous faudrait une journée de plus et on aurait un incrément d'aube. Ça ne marche pas comme ça, Scrum. Il n'y aura pas une journée de plus. On ne peut pas dire, bon, on termine le sprint plus tôt. Le sprint, il se termine à son échéance. Donc il y a une contrainte systémique liée au temps qui est très forte. Il y a une contrainte de qualité également qui repose sur la Scrum Team, liée à la définition de fini. Ce qui ne correspond pas à la définition de fini ne fait pas partie de l'incrément. Ça veut dire que si on s'est engagé à atteindre un objectif et qu'on ne livre pas les éléments qui permettraient d'atteindre cet objectif, on n'atteindra pas l'objectif. Le sprint est un échec. Et on a de la pression systémique parce qu'il y a un risque d'échec. Dernier point, la conduite du changement. On améliore des processus en cours de sprint. Ça veut dire qu'on change des manières de faire, des manières de penser, des habitudes que l'on avait. Ça recrée encore de la pression systémique. Le problème, c'est que ces différentes sources de pression, ça crée du stress. Et l'organisme va réagir au stress par la production d'hormones. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la gestion du stress. Mais pour s'y soustraire, en général, l'individu, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? À se soumettre. Ça lui évite d'avoir à affronter des périodes de stress intenses. Et plus la pression globale ressentie va être forte, plus la soumission va être rapide. Plus rapidement on va chercher à évacuer ce stress parce que c'est un inconfort de nature physique. La création de ces hormones, ce n'est pas quelque chose de très agréable pour l'organisme. Alors pour résister à la pression, pour résister au stress,
Un individu a besoin d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire un ego construit, une connaissance de soi, une confiance en soi, un épanouissement personnel. Quelqu'un qui est construit, qui est solide, va avoir ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle construite et il va résister beaucoup mieux à la pression, beaucoup mieux au stress. Et il a besoin de soutien social. Il a besoin d'appartenir à des groupes. Soutien de la famille, soutien des amis, soutien des collègues, soutien d'un club auquel il appartient. Tout ça, toutes ces interactions sociales, ça va lui permettre de gérer son stress, d'évacuer son stress, de relativiser et d'être en capacité de pouvoir gérer sereinement plus de pression ou davantage de pression. Lorsqu'on appartient à des groupes, la pression va renforcer la cohésion du groupe et ça va réduire les conflits dans le groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience parce que, en tant que Scrum Master, il va falloir être capable de gérer cette pression sur l'équipe. Il y a des moments où il ne faut pas mettre plus de pression sur une équipe. Ce n'est pas la peine de renforcer davantage sa cohésion parce qu'on va réduire des phases de storming, norming, ce qui va ralentir le moment où on arrive à la phase de performing. Mais je reviendrai sur ces éléments un petit peu plus en détail. Dernier point, la pression hiérarchique annihile la pression sociale. C'est ce qu'on appelle l'effet Hawthorne du leader actif. C'est quand il y a un leader ou une autorité qui est reconnue comme telle, qui exerce son autorité, il n'y aura pas de pression sociale. L'équipe ne va pas se former en étant autonome. Dès qu'il y aura un problème, les membres de l'équipe se tourneront vers le leader. Je vais prendre un exemple pour illustrer l'effet Hawthorne. Si dans un groupe, quelqu'un fait un malaise et qu'il y a un pompier ou un infirmier qui est présent dans la pièce, personne n'agira. Tout le monde attendra que l'autorité présente, c'est-à-dire le pompier ou l'infirmier, vienne au secours de la personne qui fait son malaise. Maintenant, s'il n'y a aucune autorité présente, tout le groupe va chercher une solution pour venir en aide à celui qui a fait un malaise. Là, c'est la pression sociale qui se met en œuvre. Donc, la pression hiérarchique annihile la pression sociale, mais la pression, qu'elle soit hiérarchique ou sociale, va se cumuler avec la pression systémique. Donc, il faut faire un choix. Soit on fait du micromanagement et du command and control, mais on ne fait pas d'agilité, soit on fait de l'agilité et on s'appuie sur la pression sociale plutôt que sur la pression hiérarchique. Ça, c'est vraiment le principe des relations intégrées. C'est la base de l'agilité. C'est ce qui a été mis en œuvre chez Toyota, qui a donné lieu après au Lean, qui a donné lieu après à toutes les méthodes agiles. Donc, c'est vraiment un fondement de l'agilité de gérer ces types de pression et réduire la pression hiérarchique permet à la pression sociale de s'exprimer. Alors, plus on a de pression et plus on va avoir de cohésion. Il y aura un autre effet, l'équipe sera moins créative et un peu moins performante. A l'inverse, moins on a de pression et moins on a de cohésion. Les membres de l'équipe vont plus s'affronter, rentrer plus facilement dans des phases de storming, norming, mais elles vont être plus créatives, elles vont proposer des solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire et elles vont être plus performantes. Alors, pas forcément plus performantes qu'un standard. Si on prenait sur une base 100, elles seraient toujours à 100, mais elles seront plus performantes que si on mettait de la pression sur l'équipe. Alors, ajouter de la pression à une équipe qui n'est pas encore parvenue à son stade de performing, ça va réduire sa progression. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de cohésion, donc moins de conflits internes. Ça va réduire les processus de storming, norming. Ça ne va pas permettre à l'équipe d'arriver au stade de performing aussi rapidement que si on avait laissé l'équipe autonome. Dès qu'un manager vient mettre de la pression sur une équipe, il annihile la pression sociale. Mais la pression hiérarchique vécue sera plus forte, plus intense que la pression sociale qui est inconsciente. On ne conscientise pas la pression sociale. On la gère beaucoup plus facilement. Même si le changement demandé est le même.
Si vous demandez un changement de processus, un changement de manière de faire, un changement d'outil, un changement de comportement par de la pression hiérarchique, l'équipe aura plus de stress que si vous le demandez par de la pression sociale. Donc plus de stress veut dire plus de cohésion, plus de pression ressentie, moins de conflits internes. Donc tant que le Scrum Master se positionne en manager autoritaire, il annule la pression sociale. C'est pas une bonne manière de faire. À partir du moment où il laisse l'équipe autonome, là il laisse mettre en œuvre la pression sociale. Si le Scrum Master voit un manager hiérarchique venir mettre de la pression à l'équipe, il doit aller coacher ce manager pour pouvoir lui expliquer comment est-ce qu'il doit modifier ses interactions, comment fonctionne de la pression sur une équipe, comment fonctionne de la cohésion. Et puis on verra comment est-ce qu'on coach tous ces individus dans la troisième partie, c'est comment le Scrum Master sert l'organisation. On s'attardera un petit peu plus sur la manière de faire à ce moment-là.